15h30, les titres à la une de votre non-stop. Emmanuel Macron au téléphone pendant 1h30 avec Volodymyr Zelensky. À peine arrivé en vacances au fort de Brégançon et déjà le président se remet au travail. Et pour cause, c'est aujourd'hui que le premier bateau chargé de maïs a pu quitter le port d'Odessa en Ukraine. Ukraine, effectivement, où un premier chargement de céréales a quitté le port d'Odessa en vertu de l'accord signé par l'Ukraine et la Russie. La reprise des exportations est un soulagement pour le monde, d'après Kiev. 5 départements en vigilance orange canicule. La troisième vague de chaleur déferle aujourd'hui sur la France et avec elle la sécheresse. Le mois de juillet qui enregistre d'ores et déjà le triste record du mois le plus sec de toute l'histoire depuis le début des mesures météo en 1957. Et à peine en vacances, des vacances studieuses selon l'Élysée, le président de la République est donc de retour au travail. Emmanuel Macron qui a appelé aujourd'hui pendant 1h30 le président Volodymyr Zelensky, alors qu'en parallèle, les exportations de céréales ont repris depuis le port ukrainien d'Odessa en direction d'Istanbul. Première reprise de contact entre les deux présidents depuis le 16 juin dernier. Les explications de Lisa Adef près de la résidence estivale présidentielle. L'échange entre Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky a commencé à 11h30. À peine les vacances commencées que le président de la République nous montre une illustration concrète de la ligne de conduite qui nous a été donnée par l'Élysée. Des vacances, oui, mais des vacances studieuses. Il faut savoir que dans l'enceinte du fort de Brégançon, le président est équipé pour passer des appels internationaux, des appels sécurisés et ainsi gérer les crises pendant ses vacances. Son entourage nous assure qu'il garde les yeux rivés sur les dossiers importants, parmi lesquels figure la crise énergétique liée à la guerre en Ukraine. Par ailleurs, aujourd'hui, ce matin, les exportations de céréales ukrainiennes ont repris avec le départ d'un premier bateau du port d'Odessa. Des mouvements économiques et politiques auxquels le président Emmanuel Macron prend part, puisque déjà le 17 mai dernier, les deux chefs d'État s'étaient entretenus et avaient justement évoqué ce défi de la sécurité alimentaire notamment. Le 16 juin, Emmanuel Macron s'était rendu sur place en Ukraine, à Kiev. Des vacances studieuses donc pour Emmanuel Macron qui ne font que commencer et qui vont faire attendre possiblement les curieux de Brégançon qui espéraient rencontrer leur président en personne. Jérémy Brossard est avec nous, du service politique de BFM TV. Cette conversation qui a duré 1h30, elle est désormais terminée. On n'a pour l'instant pas plus d'informations sur le contenu. Non, la première information, effectivement, c'est la durée de l'entretien. 1h30, ça veut dire que c'est une conversation qui est tout de même assez longue. On attend évidemment la teneur des échanges. L'Élysée est en train de peaufiner le communiqué, mais c'est vrai que les deux dirigeants n'avaient pas échangé directement depuis le 16 juin dernier, lorsque le président de la République française, avec le leader italien et allemand, s'était rendu directement sur place. Il y avait donc beaucoup de sujets, sans doute, à l'ordre du jour. Les céréales, on en a parlé avec la reprise des exportations. La question du gaz aussi. On se souvient que la semaine dernière, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a demandé aux Européens une riposte, des sanctions nouvelles contre la Russie après l'annonce de Gazprom d'une nouvelle coupure de gaz. Il y a aussi la question évidemment des nouvelles menaces brandies par Vladimir Poutine hier, qui dans un grand discours annonçait que la flotte russe allait se doter d'un nouveau missile hypersonique. Et puis la question évidemment militaire, où en est-on sur le terrain? Question humanitaire aussi, avec les ordres d'évacuation donnés à Donetsk. Bref, beaucoup de sujets. On imagine que l'Élysée est en train de peaufiner le communiqué final. Vous savez, on est sur des choses extrêmement sensibles. C'est de la diplomatie, donc chaque mot est pesé pour voir le message que le président français entend adresser à la fois aux Ukrainiens, mais évidemment à l'ensemble de la communauté internationale et aussi à la Russie. En tout cas, intéressant aussi de noter que pour ses tout premiers jours de vacances, le chef de l'État français entend rester mobilisé sur la question ukrainienne. C'est vrai que la guerre ne se termine pas parce qu'on est au mois d'août et qu'une partie de la France est en vacances. Et sur le plan intérieur, c'est aussi une façon pour lui de montrer qu'il est certes à Brégançon en vacances, mais c'est une pause studieuse, nous dit son entourage, et qu'il est donc toujours à la manœuvre. Preuve avec ces échanges ce matin et le communiqué attendu de l'Élysée dans les prochaines minutes. Il y en aura plus de précisions avec vous dans quelques instants. Merci Jérémy Brossard. Et comme le disait Jérémy, probablement au cœur de cette discussion, donc ce départ d'un premier cargo chargé de maïs pour la destination du Liban est parti du port d'Odessa. C'est donc la concrétisation de cet accord trouvé il y a 10 jours entre la Russie et l'Ukraine sous l'égide de la Turquie et de l'ONU. Oui, un soulagement pour le monde, c'est ce qu'a déclaré le chef de la diplomatie ukrainienne. Ce premier convoi avant d'autres, très attendu face au risque d'extension de la crise alimentaire dans le monde. Emeline Darcourt. Mètre après mètre, le remorqueur tire le navire Razoni vers la sortie du port. Pour la première fois depuis le 24 février, un bateau chargé de céréales quitte Odessa. Pour saluer l'événement, la sirène du vraquier retentit 3 fois. À terre, beaucoup d'émotions. Aujourd'hui, j'ai entendu la sirène du navire qui partait.
J'étais ravie. Enfin, la vie commence à avancer. Pour l'équipage, le moment est solennel. C'est un sentiment formidable. J'ai eu l'impression que nous étions libres après avoir été détenus pendant longtemps. Je suis effrayé par le fait qu'il y ait des mines navales. Nous espérons que rien ne se passera et que nous ne ferons pas d'erreur. C'est la seule chose que je crains pendant ce voyage. Le Razoni, sous pavillon du Sierra Leone, rejoindra un port libanais. Il transporte 26 000 tonnes de maïs. 16 navires déjà chargés attendent leur tour. Et voici le tracé du couloir céréalier qu'ils emprunteront. Il est issu de l'accord du 22 juillet entre l'ONU, la Turquie, la Russie et l'Ukraine. Les navires se regroupent d'abord dans une zone au large des 3 ports visés par l'accord, Odessa, Tchornomorsk et Youjné. Les déplacements ne sont autorisés qu'avec un remorqueur ukrainien en tête. Les navires rejoignent ensuite une zone au large de Sulina, ville roumaine proche de la frontière avec l'Ukraine, entre le continent et l'île aux serpents. À cet endroit, les parties à l'accord d'Istanbul vérifient le contenu des bateaux, ceux qui quittent l'Ukraine, mais aussi ceux qui souhaitent rejoindre les ports de chargement. Vendredi, les autorités ukrainiennes s'étaient déclarées confiantes pour la reprise du trafic, tout en émettant des doutes sur le comportement qu'adopterait la Russie. Et on en parle avec notre invité Ulrich Bouna. Merci d'être notre invité cet après-midi. Vous êtes analyste géopolitique, spécialiste d'Europe centrale et orientale, auteur de La guerre hybride en Ukraine. Quelle perspective? C'est un soulagement à la fois pour l'Ukraine, ce premier cargo qui part avec ses céréales, au niveau économique, puisque l'Ukraine en a besoin, mais aussi pour les pays du Moyen-Orient, d'Asie, d'Afrique, qui craignaient des famines. Tout à fait, effectivement. Si ce premier chargement se passe bien, et a priori ce serait plutôt le cas, puisque le vraquier s'approche justement de ce point au large de Sulina, donc c'est-à-dire qu'il aura quitté à ce moment-là les zones minées au large de l'Ukraine. Donc effectivement, si ça se passe bien, pour l'Ukraine, ce devrait être une bouffée d'oxygène, comme vous le disiez, puisqu'on parle de 10 milliards au minimum de dollars qui représentent à peu près ces 20 millions de tonnes stockées. Et effectivement, pour les pays du Moyen-Orient, comme le Liban, qui dépendent à plus de 70% des livraisons de céréales, notamment d'Ukraine, c'est effectivement extrêmement important et ça permettra de faire baisser les prix des matières premières. L'Union européenne demande, je cite, la mise en œuvre totale de l'accord, donc sur la reprise des exportations de céréales. Est-ce qu'on peut croire que cet accord sera totalement respecté et sur la durée, notamment de la part de Vladimir Poutine ? C'est, je pense, la principale question actuellement, c'est que pour le moment, je dirais que la Russie a un double intérêt à ce que l'accord se déroule bien pour le moment. Le double intérêt, tout d'abord, d'une part, pour passer un petit peu pour projeter une image positive auprès de nombreux pays en Afrique et au Moyen-Orient, comme un faiseur un petit peu de deal et qui vise un petit peu à leur fournir des céréales. Et d'autre part, l'autre intérêt de la Russie, c'est un intérêt financier, puisque en contrepartie en contrepartie du fait qu'elle laisse passer les bateaux en provenance d'Ukraine, la contrepartie, c'est que les sanctions ont été allégées sur les banques russes et sur les assureurs pour permettre finalement à la Russie elle-même de commercer ses céréales et ses engrais avec les pays du monde entier. Donc, alors oui, allez-y, pardon, terminez. Non, mais donc voilà, donc effectivement pour le moment, la Russie a tout intérêt d'un point de vue financier, d'un point de vue communication, à faire que ce deal se passe bien. Néanmoins, la question va se poser à long terme et il n'est pas impossible que, vu que cet accord dépend beaucoup de son bon vouloir, enfin du bon vouloir de Moscou, il n'est pas impossible qu'elle décide de mettre un coup de pression à un moment donné si elle estime que c'est son intérêt. Pour parler de la destination de ce premier convoi, le bateau Razoni, capacité de cale de 30 000 tonnes de céréales, il se destine donc vers le Liban. Cette destination, c'est symbolique. On sait que le pays souffre énormément actuellement encore de la faim. Oui, tout à fait. C'est une destination très symbolique. Déjà, d'une part, effectivement, parce que c'est un pays qui est en grande souffrance, avec une crise économique extrêmement grave. C'est aussi un pays qui, très récemment, a raisonné, a bloqué dans ses ports, en tous les cas, une cargaison qui était un peu suspecte, provenant probablement de céréales volées à l'Ukraine et transportées par la Russie. Donc, effectivement, c'est d'une part un symbole pour montrer que l'Ukraine et du coup, par contre-coup, la Russie se préoccupe du sort du monde et sont prêts à aider à éviter les famines et les révoltes de la faim. Mais aussi, d'autre part, c'est peut-être une façon pour l'Ukraine de récompenser, entre guillemets, le Liban suite à l'arraisonnement récent de ce cargo.
Merci beaucoup Ulrich Bouna d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes analyste géopolitique, spécialiste d'Europe centrale et orientale. L'autre grand titre de l'actualité aujourd'hui, c'est cette troisième vague de chaleur de l'année qui démarre aujourd'hui avec un pic à l'échelle nationale attendu mercredi. Aujourd'hui, 5 départements sont déjà placés en vigilance orange canicule. Vous le voyez, les Pyrénées-Orientales, le Gard, le Vaucluse, l'Ardèche et la Drôme. Il avait déjà fait très chaud dans le sud-ouest ces derniers temps. C'est la température qui n'a pas beaucoup baissé. Alors les habitants et les touristes dans le coin ont pris l'habitude de fuir la chaleur aux heures les plus torrides, aux grandes dames des restaurateurs qui voient, eux, leurs établissements totalement désertés à l'heure du déjeuner. Reportage à Bordeaux de Julien Bergogna et Alexia Poignet. Sur les quais de Bordeaux, le thermomètre affiche plus de 30 degrés. Nombreux sont ceux qui viennent donc se rafraîchir autour d'un verre ou d'une glace en terrasse. Chocolat vanille et chocolat vanille cookies. C'est ça. Pourtant, quelques heures plus tôt, avec les fortes chaleurs, le restaurant est quasiment vide. Le midi, on a beaucoup moins de monde parce que les gens, je pense qu'ils sont plus allés à la plage, profiter un peu du beau temps, pas se renfermer dans les rues. Mais après, on se rattrape le soir. On est un peu comme les heures espagnoles. Voilà, je pense que le midi, c'est plus calme, mais le soir, les gens ressortent plus vers 16-17 heures. Lors des dernières canicules, ce patron comptait à peine 20 clients attablés le midi, contre 70 en temps normal. Dans cet autre restaurant de la ville, ombragé toute la journée, les clients s'installent, mais la chaleur réduit les appétits. Ils ne consomment pas des masses parce que manger des entrecôtes, des trucs comme ça, sous 40 degrés, et boire du vin rouge aussi, parce que nous on marche aussi avec la vente de vin quand même. Donc non, et puis être à l'intérieur en été, ça n'intéresse pas grand monde non plus. Donc non, ouais, ça arrive le soir, quoi. Les températures étouffantes font également fuir les Bordelais de la rue Sainte-Catherine et de ses nombreux commerces. Il y a beaucoup moins de flux dans la rue, ça c'est une certitude. Après, on a toujours les touristes qui viennent compenser, qui dans tous les cas ont déjà acheté leur billet pour Bordeaux et qui viennent remplir les rues. Des touristes qui n'hésitent pas non plus à s'aventurer dans cette fournaise pour tout de même goûter aux produits de la région. Bonjour Patrick Marlière, merci d'être avec nous. Vous êtes météorologue et directeur d'Agathe Météo. 5 départements donc en vigilance orange canicule. Ça va aller crescendo le reste de la semaine ? Oui, et d'ailleurs d'ici ce soir, certainement que les départements limitrophes vont passer en vigilance jaune canicule. La zone est beaucoup plus importante qu'annoncé aujourd'hui. Elle va même s'étendre au sud-ouest. Vous l'avez noté, en Gironde et en Dordogne, on va dépasser les 35 à 40 degrés aussi d'ici mercredi. Donc oui, le pic est attendu effectivement pour la journée de mercredi, où il n'y aura guère que sur la pointe Finistère et le Cotentin. On va rester inférieur à 30 degrés, mais partout, il fera plus de 30 degrés à l'ombre sur quasiment donc tout le territoire. Le ministre de la Transition énergétique, écologique rappelait tout à l'heure que la sécheresse touchait aujourd'hui 93 départements, quasiment toute la France métropolitaine. C'est dû à la chaleur, mais pas uniquement. Pas uniquement, il y a aussi le manque d'eau, puisque je regardais la dernière région où on vient de passer en crise, un bassin de l'Isère dans le nord de la France. Plus interdiction d'arroser pour les jours à venir. Donc oui, c'est inquiétant. Et donc le manque d'eau dans ces régions, c'est 50% de précipitations en moins depuis le 1er janvier. Mais évidemment, il faut prendre des mesures. Et comme l'a annoncé évidemment le ministre, celles-ci vont être prises pour suivre évidemment comment, de façon peut-être un peu plus raisonnée, on va continuer d'arroser. Patrick Marlière, avec vos prévisions, est-ce que vous pouvez rassurer notamment les agriculteurs ? À quand la pluie ? Alors, jeudi et vendredi, il y a quelques averses et des orages de prévus. Alors, ce n'est pas forcément des pluies utiles. Il y aura 2 jours d'accalmie, mais malheureusement, les modèles météo ne sont pas très optimistes sur les précipitations. Ça va rester sec et chaud même, parce qu'on va passer cette 3e vague de chaleur cette semaine. Mais dans les modèles météo à moyen et à long terme, se profile une 4e vague de chaleur la semaine prochaine, où on devrait dépasser de nouveau les 35 à 40 degrés en France. Donc voilà, c'est vraiment un peu inquiétant, car ce mois d'août s'annonce aussi tout aussi chaud et malheureusement tout aussi sec que le mois de juillet. D'accord, donc on n'en a pas fini encore avec ces chaleurs exceptionnelles et assez longues dans le temps également. En ce qui concerne par exemple les incendies que l'on suit depuis malheureusement plusieurs semaines et qui touchent encore majoritairement le sud à l'heure actuelle, comment vont évoluer les vents ? On sait qu'aujourd'hui il y a encore de la tramontane, du Mistral dans le sud qui peuvent faire craindre aux pompiers des départs de feu.
Oui, et même dans le sud-ouest, les rafales de vent soufflent à plus de 40 km à l'heure. Donc, les trois paramètres que l'on cite souvent sur notre antenne qui doivent être réunis pour malheureusement favoriser ces déclenchements, c'est-à-dire des vents à plus de 30 km à l'heure en rafale, des températures supérieures à 30 degrés et une humidité inférieure à 30%, le cas est réuni. C'est encore le cas aujourd'hui à Nîmes, dans le Var. Donc, voilà, la situation est vraiment critique et à surveiller. Et ça va monter aussi dans le nord et dans le nord-est. Donc oui, la vigilance sur les feux de forêt va s'étendre certainement à beaucoup d'autres départements au cours de ce mois d'août, qui est aussi, lui, un mois souvent caractérisé par ces feux de forêt sur la France. Merci beaucoup Patrick Marlière. La chaleur et la sécheresse évidemment qui n'arrangent rien sur le front des incendies. Le feu est fixé à Aubé près de Nîmes dans le Gard après avoir brûlé 370 hectares de végétation tout près d'habitations et blessé 9 pompiers dont un grièvement. Et malgré une accalmie avec la chaleur, la sécheresse dont on vient encore de parler et donc le vent, la région reste particulièrement exposée au risque d'incendie. Domiti Berthaud, Thomas Hermand avec Milan Argelas. Ce matin à Aubé, des fumerolles émanent encore du sol. Quelques points chauds subsistent. Les pompiers répartis à l'intérieur et autour du périmètre de l'incendie se chargent désormais de traiter les dernières lisières. Les flammes ne progressent plus, l'incendie est donc fixé. Le feu s'est déclenché hier dans l'après-midi. 370 hectares de pinèdes ont brûlé. Toute la nuit, chef de secteur gauche de Gosse parle. Les 530 soldats du feu mobilisés ont lutté contre les flammes avec des conditions météorologiques favorables. La baisse des températures et du vent ont favorisé la maîtrise du feu. Hier, des habitants avaient été évacués. Regardez, tournez-vous, il y a le feu là. Vous voyez ? Vous avez les flammes. Alors que les flammes se rapprochaient dangereusement des maisons alentours. Il est partout, il y en a là, il y en a en bas aussi. Non, il y a eu un mouvement, un tourbillonnant du vent et on a des gendarmes très costauds qui nous ont intimé l'ordre de ne pas rester. Donc, moi, ça fait 40 ans que j'habite ici. Donc, c'est une crainte qu'on avait toujours, mais avec la température actuelle, c'est difficile. L'incendie a gravement blessé un sapeur-pompier. Désormais sur le terrain, la situation est stabilisée, mais la vigilance reste de mise, car cet après-midi, le vent souffle et le mercure atteint les 36 degrés à Aubé. Le feu ne progresse plus non plus du côté de Manot dans les Landes, à la frontière avec la Gironde et à une vingtaine de kilomètres de Landiras. Le feu qui s'était déclaré hier après-midi, qui avait nécessité l'évacuation de plusieurs dizaines d'habitants. La préfète des Landes appelle toujours la population à la plus grande prudence. J'en appelle à la population tout d'abord ne pas se rendre sur les lieux. Nous avons évacué hier une quarantaine de personnes. Il est bien trop tôt encore de regagner son domicile. Il faut se tenir régulièrement informé, bien évidemment. Il y a des conditions météo qui sont quand même sur lesquelles on est très attentif. Actuellement, le vent, il est faible, vous le voyez, mais la végétation est très sèche, le taux d'humidité est bas. Donc les conditions météo sont encore critiques en phase de sécheresse importante. 15h47 sur BFM TV, on parle argent. Alors que le pouvoir d'achat des Français est encore en débat aujourd'hui au Sénat, certains changements s'opèrent ce 1er août en faveur de votre portefeuille. Hausse du SMIC, augmentation du taux du livret A. Et puis il y a aussi cette fin d'état d'urgence sanitaire. Alors qu'est-ce qui change concrètement ce 1er août ? On fait le point avec Edgar Becquet. Quelques changements ce premier jour du mois d'août, marqués notamment par l'entrée en vigueur des mesures de soutien à votre pouvoir d'achat. Avec l'inflation, le SMIC augmente automatiquement de 2% ce 1er août. Il passe donc de 1 302,64 € à 1 329,66 € par mois. Toujours pour faire face à l'inflation, si vous possédez un livret A, son taux est doublé et passe donc de 1 à 2% ce lundi. Une hausse proposée en juillet par le gouverneur de la Banque de France et acceptée par le ministère de l'économie. Le taux du livret d'épargne populaire, appelé également LEP et réservé aux personnes aux revenus modestes, est aussi revu à la hausse. Il passe de 2,2 à 4,6%. L'ARS, l'allocation de rentrée scolaire, est aussi revalorisée. Elle fait partie des prestations qui doivent augmenter de 4%, une mesure prévue dans le projet de loi pouvoir d'achat. Cette aide est versée à la fin du mois aux familles les plus modestes, ayant au moins un enfant scolarisé, âgé entre 6 et 18 ans.
Le montant est de 376,98 € pour un enfant âgé de 6 à 10 ans et monte jusqu'à près de 412 € pour un adolescent de 15 à 18 ans. Côté santé, c'est aussi la fin de l'état d'urgence sanitaire, un cadre juridique d'exception qui avait été adopté face à la crise du Covid. Cela signifie que les mesures de contrainte, comme le confinement ou le couvre-feu, ne pourront plus être rétablies. Dans l'actualité également, un commandant de police accusé de harcèlement sexuel. L'histoire commence en 2021 lorsqu'une jeune femme se rend au commissariat d'Épinay-sur-Seine en région parisienne pour porter plainte pour violence conjugale. Et quelques jours plus tard, alors qu'elle revient au commissariat pour prendre des nouvelles de sa plainte, elle est mystérieusement placée en garde à vue. La jeune femme qui déclare ensuite avoir été victime de harcèlement, de chantage sexuel, d'abus de faiblesse et même de racisme. Olivier Astin avec Emmanuel Binet. C'est en 2021 que Rim se présente au commissariat d'Épinay-sur-Seine, quelques jours après avoir déposé plainte contre son ex-mari violent. Sans raison, la jeune femme aurait été placée en garde à vue avant d'être libérée. C'est des gens à qui je faisais confiance pour me protéger et en fait, ils ont essayé de m'intimider, de me faire peur pour se débarrasser de moi, de se débarrasser du problème. Quelque temps après, Rim est de nouveau reçu, cette fois-ci par un commissaire et son adjoint qui lui assure suivre son dossier de près et lui promettent de prendre régulièrement de ses nouvelles. Au fur et à mesure, les appels de l'adjoint en question et ses messages seraient devenus de plus en plus insistants et obscènes. À partir du 4 octobre, il commence à me parler de mon intimité. Masturbe-toi et dis-moi, ouvre-toi aux autres. Il faut que tu retires cette carapace que tu as. Il faut donner pour recevoir. Contactée, la préfecture de police affirme s'être saisie de l'affaire. Dans le cadre de cette procédure, le commandant B est convoqué au tribunal judiciaire de Bobigny en octobre 2022 pour répondre des faits de harcèlement sexuel par personne dépositaire de l'autorité publique. Une procédure administrative a également été diligentée par l'IGPN, la police des polices. Moins de 2 semaines après l'agression des 3 policiers dans le quartier de la Guillotière à Lyon, un deuxième suspect avait été placé en garde à vue samedi. Cette information BFM TV, cet homme va être présenté à un juge dans la journée. 15h51 sur BFM TV, c'est les vacances. Votre programme avec Magnolia.fr. Changez votre assurance de prêt à tout moment et économisez sur Magnolia.fr, comparateur en assurance de prêt immobilier. Et là, je vais graisser les coulisses avant le départ, une dernière fois. Sinon, on détériore la machine. Avant le départ, Frédéric est aux petits soins avec la locomotive. L'heure est aux dernières vérifications alors que les passagers commencent à arriver. Et avec eux, bien des questions sur le fonctionnement de la machine, qui date de 1943. Et le charbon, il est en stock en dessous. Au-dessus, là, il y a 9 tonnes. Leur curiosité satisfaite, les voyageurs montent à bord. La locomotive s'élance à la découverte de la vallée de l'Aa. 15 km à une allure modérée. Certains redécouvrent le plaisir de prendre l'air à la fenêtre d'un train. Prendre le temps de voir les choses et voilà, et être tranquille en dehors de tout ce qui est trop vite, trop loin. Là, on est bien. Le plaisir, c'est reprendre le passé parce que mon père a fait toute sa carrière à la SNCF. Et quand j'étais gamin, je profitais de des voitures comme ça avec mon papa. Dans la cabine, c'est Guillaume, le mécanicien, qui conduit, pendant que ses collègues alimentent la locomotive en eau et en charbon. Une tâche minutieuse. Alors c'est exactement l'intérêt d'une locomotive à vapeur, c'est que l'humain ne fait pas simplement de la maîtriser, elle a son caractère. Donc quand elle a décidé que c'est non, c'est non. Et il faut faire avec, il faut réagir, il faut l'écouter et puis après ça se passe bien. Comptez environ 3 heures de trajet pour faire l'aller-retour entre Arques et Limbre, 3 heures de promenade au rythme d'antan. C'était votre programme avec Magnolia.fr. Changez votre assurance de prêt à tout moment et économisez sur Magnolia.fr, comparateur en assurance de prêt immobilier. On en parlait il y a quelques instants, il fait très chaud actuellement sur le pays. Vigilance canicule, 5 départements qui sont en vigilance orange canicule. Ça va aller crescendo. Le pic est attendu donc pour mercredi et forcément ça a des conséquences sur notre corps. Comment notre corps réagit-il face à ces fortes chaleurs? On voit ça tout de suite. La météo avec Vredestein, expert du pneu 4 saisons depuis près de 30 ans. On y va pour la visite ?
Regardez la météo avec Century 21, au cœur du quartier pour mieux vous conseiller. Des conditions qui restent bien estivales, des conditions aussi favorables au départ de Saint-Denis, du soleil, de la canicule et du vent. Alors la canicule qui concerne pour le moment 5 départements, le Vaucluse, la Drôme, l'Ardèche, mais aussi les Pyrénées-Orientales, j'ai oublié le Gard. Nous avons effectivement cette masse d'air chaud qui remonte du Sahara et qui va effectivement concerner ensuite à partir de demain le sud-ouest et remonter après vers les rives de la Loire et le nord de la France. Alors pour l'heure, on a quand même cette perturbation, elle est belle et elle apporte, vous l'avez déjà remarqué, sur le nord-ouest pas mal des nuages qu'on va leur retrouver donc dans la carte du ciel et qui donneront ça et là quelques gouttes du côté des Ardennes ou encore du nord-est de la France. Pour le reste, eh bien c'est du grand beau temps et attention, ce Mistral et la tramontane qui souffle jusqu'à 40-50 km/h a signalé quelques gouttes attendues sur les Pyrénées-Orientales en fin de journée. Les températures, je vous le disais, elles sont très chaudes, ce coup de chaud qui concerne essentiellement la basse vallée du Rhône ainsi que les Pyrénées-Orientales, je vous le disais, avec des valeurs entre 35 et 37 degrés, localement des pointes à 39-40. Et puis sur les bords de Manche, effectivement, sous les nuages, eh ben, on a un peu plus frais avec 24 degrés par exemple à Cherbourg. Alors demain, en mi-journée, on retrouvera quelques traces d'humidité avec de la brume sur les bords de Manche, à signaler aussi de la brume sur le pourtour méditerranéen, ce vent qui va se maintenir à 50 km/h, mais toujours du grand beau temps. Des températures qui resteront élevées avec des valeurs comprises de l'après-midi entre 24 degrés, ça monte jusqu'à 37 degrés. Ce sera pour le pourtour méditerranéen. C'était la météo avec Bredestein, expert du pneu 4 saisons depuis près de 30 ans. On y va pour la visite ? C'était la météo avec Century 21, au cœur du quartier pour mieux vous conseiller. On vient de le voir avec Elena, cette troisième vague de chaleur touche d'abord le sud de la France et va ensuite concerner le nord demain et mercredi. Des fortes chaleurs qui ont donc un effet sur nos corps. Lesquels exactement ? Comment réagit-on ? On voit ça avec Johan Demarle et Camilla Giudice. Jusqu'à 40 degrés dans le sud-ouest cette semaine. Ces Toulousains redoutent les températures très élevées qui vont s'abattre sur eux, les faisant vivre au ralenti. Je supporte pas trop la chaleur. Dès qu'il fait au-delà de 33, c'est l'apocalypse dans mon corps. Ça brûle en fait, ça brûle de l'extérieur et de l'intérieur. Ça nous fatigue et en fait, un mouvement, et c'est bon, on n'a plus d'énergie pour la journée, quoi. J'ai un peu cette impression-là. Enfin, on a vraiment envie de moins rien faire, quoi. Genre, voilà, quoi. Oui, de se poser, d'attendre qu'il fasse moins chaud. Sous l'effet des fortes chaleurs, notre corps est mis à rude épreuve. Il s'efforce de faire baisser sa température, en transpirant notamment, avec le risque de se déshydrater. Si les personnes âgées et les bébés sont les plus fragiles, tout le monde peut malgré tout subir un coup de chaud. Certains signes sont donc à surveiller. Avoir la nausée, par exemple, nausée, vomissement, là on peut s'inquiéter. Il peut y avoir le rythme cardiaque qui augmente aussi, la sensation d'avoir très très soif. Et ensuite, ça peut être aussi des troubles du comportement, quelqu'un qui va être désorienté. Pour préserver votre santé, évitez de sortir lors des heures les plus chaudes, entre midi et la fin de journée. Pensez à boire beaucoup et privilégiez pour cela les boissons chaudes, plus efficaces pour vous réhydrater. Merci d'être avec nous sur BFM TV. À la une de l'actualité de ce lundi à bientôt 16h. Les incendies, un nouveau départ de feu a lieu dans le secteur de Bouillargues, près de Nîmes, avant d'être rapidement circonscrit. Le feu dans le Gard a lui été fixé. 370 hectares ont été brûlés. Feu qui ne progresse plus non plus dans les Landes. On va faire un point complet dans ce journal. Face à l'alerte sécheresse qui touche 93 des 96 départements de l'Hexagone, la réponse du gouvernement doit être à la hausse du niveau de réponse. C'est le ministre de la Transition écologique Christophe Béchu qui l'a déclaré en déplacement aujourd'hui dans l'Isère pour évoquer les pénuries d'eau face à ces conséquences de la météo actuelle. Une réapparition sur le terrain alors que le ministre avait été le grand absent lors des incendies en Gironde il y a quelques semaines. C'est une étape importante en Ukraine. Un premier navire rempli de céréales a quitté le port d'Odessa. Les exportations reprennent alors qu'Emmanuel Macron s'est lui entretenu ce lundi par téléphone avec Volodymyr Zelensky pendant 1h30. Les détails à suivre dans ce journal. Et nous parlerons également augmentation de salaire dans notre chronique éco. Vous verrez que malgré l'inflation, eh bien non, les hausses de salaire ne compensent pas celles des prix.
Vigilance toujours maximale sur le front des incendies dans le Gard. 370 hectares ont été brûlés sur la commune d'Aubé. Élise Phillips, vous êtes sur place pour BFM TV. Le feu qui est désormais fixé, Élise. Oui, le feu est fixé, mais la situation reste évolutive puisque cet après-midi, il y a eu plusieurs reprises de feu un peu partout dans le périmètre de l'incendie. Ici, par exemple, où nous nous trouvons, il y a à peine 1h30, la végétation ici s'est à nouveau embrasée. Et vous pouvez le voir sur ces images de Romain Lavoie, les sapeurs-pompiers du Gard et des départements voisins qui restent mobilisés pour noyer ces points chauds et éviter que le feu reprenne. On est avec le lieutenant-colonel Nicolas Cos qui commande les opérations de secours ici. Lieutenant-colonel, combien de reprises de feu là cet après-midi dans le secteur ? Bien, depuis ce matin, 8 heures, nous sommes à peu près une douzaine de reprises de feu sur ce chantier, notamment sur ce secteur ici, qui est situé plutôt à l'arrière du feu, plus près du village d'Aubé. Donc nous avons les habitations qui sont tout proches d'ici, à une 50aine de mètres où nous nous trouvons. Et plus on est allé dans la journée, vers la mi-journée, nous avons eu des reprises, et notamment la dernière qui est à côté de nous a été assez virulente. Ces reprises de feu, c'est classique ou c'est inquiétant en lendemain d'incendie ? Alors des reprises, on en connaît régulièrement sur des feux. Par contre, avec une telle fréquence sur ce chantier, c'est quand même particulier, c'est à noter. C'est pas aussi fréquent qu'on en fasse autant. Parallèlement à ça, quand même, nous engageons aussi des opérations de jalonnement, c'est-à-dire nous établissons des tuyaux pour noyer les lisières, pour effectuer un noyage sur l'ensemble du périmètre de ce chantier. Mais nous sommes quand même régulièrement, découpés pour intervenir sur des reprises quand même qui sont assez conséquentes. Merci beaucoup. Voilà, et ces reprises de feu qui sont dues majoritairement à la sécheresse, à l'air qui reste assez sec, les températures élevées cet après-midi et puis le vent qui a forci un petit peu cet après-midi. Donc pour toutes ces raisons, les sapeurs-pompiers vont rester mobilisés. Dispositif qui reste conséquent, 300 sapeurs-pompiers qui restent sur le terrain et puis un hélicoptère bombardier d'eau qui se tient prêt également à intervenir en cas de reprise de feu. Situation donc toujours sur surveillance dans le Gard. Merci Élise Phillips avec Romain Lavoie pour BFM TV. On prend la direction plus au sud-ouest des Landes où l'incendie qui a débuté hier sur la commune forestière de Mano et qui a parcouru une zone de 300 hectares ne progresse plus, lui non plus. C'est ce qu'a annoncé ce matin la préfète des Landes. Donc il y a un périmètre de 300 hectares qui est concerné par le feu. Je vous le disais, il y a d'importants moyens qui ont été engagés, des moyens aériens. Hier, il y a un Dash qui a fait plusieurs rotations, également des hélicos. Aujourd'hui, sur la zone, il y aura également un Dash. Nous avons sur zone actuellement, à l'heure où je vous parle, 130 sapeurs-pompiers qui sont là. Il y a des renforts qui, vous les voyez, qui viennent d'arriver, les colonnes de renforts qui viennent de l'ouest. Des incendies qui interviennent en pleine vague de sécheresse. Quasiment tout le pays est concerné. C'est sur ce thème que Christophe Béchu est en déplacement dans l'Isère. Un déplacement que vous suivez, Marie Gentric, le ministre de la Transition écologique, qui est venu notamment pour expliquer la mobilisation du gouvernement sur le sujet. Oui, exactement. Christophe Béchu passe la journée en Isère. Alors, ce n'est pas un département qui a été choisi au hasard. C'est un département où la sécheresse est extrêmement forte. Il s'est rendu ce matin dans une petite commune de l'Isère, dans la montagne. Et dès son arrivée, le ministre de la Transition écologique a déclaré que la situation était alarmante et qu'il fallait cesser d'euphémiser. Ensuite, Christophe Béchu s'est rendu dans un stade municipal pour parler des mesures sur le court terme qui peuvent être mises en place afin de limiter la consommation d'eau, notamment limiter l'arrosage des espaces verts, limiter l'arrosage des stades municipaux. Et le ministre de la Transition écologique en a profité pour développer la politique mise en place par le gouvernement, une politique de sobriété pour éviter le gaspillage. Il a également annoncé qu'un plan serait annoncé à la rentrée. On l'écoute. La rentrée va être marquée par la présentation de notre trajectoire globale en matière de transition écologique, avec à la fois un chemin qui nous permette de tenir dans la lutte contre le réchauffement climatique les objectifs de décarbonation de notre pays à l'horizon 2030. C'est ce qu'on appelle le Fit for 55, pour lequel nous avons pris des engagements. Et si on veut précisément être à la hauteur de ces engagements, il faut maintenant qu'on rende crédible la manière dont on atteint ces objectifs. Et dans la déclinaison de cette feuille de route, il y aura, y compris des outils d'accompagnement des collectivités territoriales avec la mise en place d'un fonds dédié de soutien à l'investissement pour diminuer les consommations, en particulier d'énergie fossile.
Le ministre de la Transition écologique est désormais en train de rencontrer de jeunes entrepreneurs pour terminer la journée, de jeunes entrepreneurs qui misent sur les nouvelles technologies pour limiter la consommation d'eau. On voit donc à quel point le gouvernement veut montrer qu'il joue à la fois sur les solutions de court terme, mais également sur des solutions de long terme pour lutter donc contre la sécheresse. Marie Gentric auprès donc du ministre de la Transition écologique en Isère avec Juliane Roland pour BFM TV. Et à cause de cette sécheresse qu'a décrit le ministre tout à l'heure, des communes font face à un manque d'eau potable dans la Drôme notamment, où les maires de certaines communes ont mis en place une distribution d'eau potable. Anne Lorbance est à Grignan dans la Drôme. Les conséquences de la sécheresse se font durement ressentir dans la Drôme. 3 communes, Beaume-de-Tranzy, Solérieux ainsi que Clansaille, se sont retrouvées la semaine dernière sans eau potable ou avec un débit d'eau au robinet très restreint. Il a donc fallu réagir. Les maires de ces communes ont mis en place une distribution d'eau potable au sein de leur mairie. Et puis l'exploitant d'eau potable du réseau a décidé d'installer des roulements avec des camions citernes qui peuvent contenir 30 000 litres d'eau. Ces camions citernes, ils se rendent auprès des réservoirs pour les approvisionner et permettre aux habitants de retrouver de l'eau potable dans leur robinet. C'est le cas désormais. Et je me trouve avec Laurent. Vous êtes directeur de l'exploitation du réseau d'eau La Sorre. C'est une situation inédite à laquelle vous faites face? Tout à fait, c'est une situation qu'on n'a jamais connue là sur le périmètre, donc avec une baisse effectivement des niveaux de nappe qui nous empêche effectivement d'optimiser, d'avoir la capacité optimale de pompage et pouvoir alimenter tous les abonnés du périmètre, du secteur. Je vous remercie Laurent. Vous l'aurez compris, donc c'était une situation inédite et historique. Les maires des communes nous ont indiqué aussi que c'était la première fois de l'histoire de ces villes qui faisaient face à un manque d'eau. Et puis nous sommes passés tout à l'heure à côté du Lèze. C'est une rivière qui longe ces communes et ce niveau du Lèze, il est presque à sec. Sécheresse, vague de chaleur, quelles conséquences sur les cultures? C'est très compliqué comme nous le confiait Philippe Dubief, agriculteur céréalier en Côte d'Or, qui était avec nous tout à l'heure. Les conséquences, elles sont hélas nombreuses sur nos végétaux, mais c'est surtout la reconnaissance de la récurrence de ces aléas climatiques depuis plusieurs années. Et cette année, finalement, nous cumulons un certain nombre d'effets plutôt très négatifs, avec un effet, bien évidemment, Ukraine, un effet sécheresse, un effet canicule. Qu'est-ce qui s'est passé finalement sur la récolte de nos céréales à paille, qui sont terminées depuis quelques jours, avec 15 jours d'avance justement? Eh bien, c'est une perte de production, alors qui peut être avec de fortes disparités sur l'ensemble des régions de la France. Pourquoi? Parce que nos végétaux ont une difficulté à pouvoir vivre et vivre facilement, en tout cas faire une production qui soit bonne. Et puis surtout, c'est des disparités entre moins 5 et moins 10% sur l'ensemble de la France, mais des disparités qui peuvent aller par exemple jusqu'à moins 30% de production en céréales à paille cette année. On en vient à l'actualité internationale, mais ça reste lié, puisqu'en Ukraine, c'est un événement véritablement qui s'est produit ce matin. Le premier chargement de céréales ukrainiennes, du maïs précisément, a quitté le port d'Odessa en vertu de l'accord international signé avec la Russie à Istanbul. Le départ de ce navire, c'est donc bien sûr une étape très importante. Tous les détails et les précisions d'Angie Louata, notre reporter à Kiev. C'était un long chemin de croix, ces longues semaines de négociations, cette signature d'accord, souvenez-vous, le 22 juillet dernier. Et puis quelques heures plus tard, le 23 juillet au matin, ces frappes sur le port d'Odessa. L'armée russe qui à ce moment-là envoyait un message extrêmement négatif pour la bonne tenue de cette exportation nécessaire. Près de 25 millions de tonnes de céréales bloquées depuis le début de la guerre dans les différents ports de la mer Noire. Alors l'Ukraine derrière avait tenté de rassurer. Déplacement il y a 2 jours, souvenez-vous, du président Volodymyr Zelensky pour superviser les opérations, la préparation de ce premier départ de cargo. Finalement, c'est donc le cas. Ce matin, ce premier cargo chargé de 26 000 tonnes de maïs est parti du port d'Odessa. Il devrait rejoindre le port d'Istanbul demain matin pour des opérations de sécurisation et puis pour vérifier également qu'il ne transporte que des céréales et rien d'autre. Derrière, il devrait gagner le Liban. L'objectif était d'éviter une crise mondiale. Les prix ont d'ores et déjà augmenté, mais c'est une famine qui menaçait l'Afrique. Et ce premier navire de céréales qui a quitté Odessa, c'est un soulagement forcément pour Oleksiy Goncharenko, député ukrainien élu dans la circonscription d'Odessa. Aujourd'hui, c'est pour nous comme la fête
la libération de la mer Noire, parce que c'est plus de 100 mois de blocade avec Poutine de mer Noire, avec très dures conséquences pour tout le monde, artificielle, crise alimentaire allemande, beaucoup de jeunes avoir beaucoup de problèmes avec les famines artificielles. Et aujourd'hui, finalement, nous avons la bonne nouvelle. Et le premier bateau a quitté le port d'Odessa. J'ai vu ça avec mes yeux. Et c'est très, très bonne nouvelle, pas seulement à l'Ukraine, mais pour tout le monde, parce que ce n'est pas le final de la crise alimentaire, mais c'est le grand progrès. Et pendant ce temps, depuis le fort de Brégançon, dans le Var, en France, où il est en vacances, Emmanuel Macron s'est entretenu avec son homologue ukrainien, Volodymyr Zelensky, une première depuis le 16 juin dernier. Et à ce stade, l'Élysée reconnaît cet épisode des exportations de céréales comme une avancée salutaire des opérations. C'est une information BFM TV. La discussion est terminée. Elle aura duré 1h30. Les précisions de Jérémy Brossard du service politique de BFM TV. Ça a commencé à 11h30 et elle s'est terminée à 13h, cette discussion téléphonique. Donc, longue conversation entre les deux chefs de l'État. On attend encore les précisions sur la teneur des échanges de la part de l'Élysée. Mais nul doute qu'il y a énormément de sujets abordés entre les chefs de l'État, d'autant que c'était effectivement, vous le disiez, le premier échange entre les deux hommes depuis le 16 juin dernier, la visite d'Emmanuel Macron avec les leaders italiens et allemands à Kiev. La question des céréales, vous venez d'en parler dans ce journal, mais aussi les dernières menaces de Vladimir Poutine, qui a annoncé hier que la flotte russe allait se doter d'un nouveau missile hypersonique. On se souvient également que lorsque Gazprom a coupé une nouvelle fois le robinet du gaz la semaine dernière, eh bien, Volodymyr Zelensky a demandé aux Européens de nouvelles ripostes, de nouvelles sanctions. On verra ce que répond Emmanuel Macron à cette demande. Et puis, évidemment, la question sécuritaire, militaire sur le terrain et aussi humanitaire après les appels à l'évacuation de Donetsk. Voilà, des échanges importants qui permettent à Emmanuel Macron, on va dire sur le plan intérieur, de montrer qu'il est toujours aux affaires, en manœuvre, même s'il est arrivé vendredi soir dans le magnifique fort de Brégançon. Et puis l'occasion aussi de maintenir peut-être la pression sur la Russie, de faire en sorte qu'il n'y ait pas cette guerre d'usure qui gagne et au fond où on s'habitue à cette guerre et il y a une lassitude au sein des opinions publiques notamment. Une façon donc de soutenir l'Ukraine à nouveau. On verra et ça sera important de voir effectivement la teneur précise des messages que se sont échangés les deux dirigeants, le dirigeant français et le dirigeant ukrainien. Dans l'actualité également, moins de 2 semaines après l'agression des 3 policiers dans le quartier de la Guillotière à Lyon, un deuxième suspect avait été placé en garde à vue samedi. Cette information BFM TV, cet homme va être présenté à un juge dans la journée. 16h11, on évoque à présent la variole du singe. En Inde, un homme est mort de cette maladie et en France, près de 2000 personnes ont contracté cette variole du singe. La vaccination va-t-elle assez vite? Isabelle Gollens est dans un centre de vaccination dans le 13e arrondissement de Paris, le seul centre de vaccination dédié à celle contre la variole du singe. Nous sommes devant ce centre de vaccination qui est intégralement dédié à la vaccination contre la variole du singe, qui a ouvert il y a un peu moins d'une semaine. Et on sent que cette campagne de vaccination est en train progressivement de monter en puissance. La semaine dernière, 450 personnes ont pu se faire vacciner ici. Et cette semaine, 1424 rendez-vous ont déjà été réservés. Chiffre donc quasiment multiplié par 3. Succès donc, si on peut dire, de cette campagne de vaccination. On a pu rencontrer l'adjointe à la mairie de Paris en charge de la santé qui se félicite du fait que les gens viennent se faire vacciner, mais revers de la médaille, elle estime qu'il manque encore des créneaux. Écoutez-la, elle est au micro de Sébastien Savoie. Dès qu'on a eu des créneaux d'ouvert, ils ont tous été pris. On a doublé, ils ont encore été pris. On a encore doublé pour la semaine prochaine et c'est déjà pris dès maintenant. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Et la mauvaise nouvelle qui va avec, c'est que justement, tout est plein. Il faudrait maintenant ouvrir soit plusieurs centres comme celui-là, ça veut dire vraiment avoir un dispositif de personnel beaucoup plus important permis par le gouvernement, parce que là ça ne nous appartient pas, soit ouvrir directement à la vaccination aux pharmaciens sans passer par la case prescription. Et cet élu se pose également la question du nombre de doses dont dispose la France, alors que rien qu'en région parisienne, on estime que tous les jours 60 à 70 nouveaux cas sont détectés et que seule la vaccination des populations à risque peut freiner la propagation du virus.
La politique à présent, le Sénat en majorité de droite débute ce lundi l'examen en première lecture du projet de budget rectificatif, second volet des mesures de soutien au pouvoir d'achat. On en parle avec Paul Midi, député Renaissance de l'Essonne, notamment au menu aujourd'hui au Sénat, cette taxe sur les super profits, rejetée de peu par les députés. Vous êtes contre cette super taxe comme votre ministre de l'économie Bruno Le Maire? Oui, vous savez, moi j'ai bientôt 40 ans. Et en fait, je suis né dans un pays qui n'a connu que le chômage de masse. Et on a utilisé la même méthode qui a fonctionné à chaque fois, augmenter les impôts. On a fait fuir les entreprises, les usines et les emplois. Et en fait, depuis 2017, on a changé de méthode. On est parti dans l'autre sens et on a fait baisser les impôts. On a recréé les conditions d'une économie qui crée de l'emploi. Et on a fait baisser le chômage de 2 à 3 points. On a fait la moitié du chemin vers le plein emploi. Et nous, on veut aller vers ce plein emploi et c'est l'objectif qu'on s'est fixé à la fin de ce quinquennat. Donc, de grâce, ne revenons pas sur les vieilles méthodes de hausse d'impôts systématique et continuons à baisser les impôts. Alors ça, il faudra le dire à la gauche et aussi aux centristes, puisque l'idée de cette super taxe, elle va être portée par ces sénateurs qui vont déposer un amendement pour taxer les entreprises dont le bénéfice de 2021 a dépassé les 20%, le bénéfice moyen des dernières années. Est-ce que c'est une mauvaise nouvelle donc pour vous ? Quand le bénéfice augmente, ça veut dire que le chiffre d'affaires augmente, ça veut dire que la richesse créée pour notre pays, elle augmente et que la redistribution va augmenter. Parce que cette taxe sur les surprofits, elle existe déjà d'une certaine sorte. C'est l'impôt sur les sociétés. Plus les profits sont élevés, plus la taxe est élevée. Moi, je crois qu'il faut regarder ce qu'a fait Bruno Le Maire. Et je félicite son action. Il a fait beaucoup mieux qu'une nouvelle taxe. Il a réussi à obtenir de Total un effort d'à peu près 1 demi-milliard d'euros avec cette baisse des tarifs de 20 centimes par litre. Et cette baisse, elle fait des émules. Vous avez vu, CMA-CGM baisse ses tarifs, Engie baisse ses tarifs, et ça va continuer. Est-ce que vous vous attendez à ce qu'il y ait beaucoup de corrections par rapport à ce qui avait été voté à l'Assemblée ? Écoutez, j'espère pas trop. Après, c'est la vie parlementaire. Le texte est passé à l'Assemblée, il est au Sénat, il reviendra à l'Assemblée nationale. J'espère que le texte va avancer, s'améliorer, mais sans modification significative. S'améliorer sur quel point ? Quels points peuvent être améliorés selon vous ? Écoutez, je crois qu'on a fait déjà un bon travail à l'Assemblée nationale. Voilà, s'il y a des améliorations, par exemple, sur, vous savez, les zones rurales, et il y avait déjà un effort qui avait été fait sur les petites stations pour les zones où il n'y a pas de station Total. Voilà, c'est des sujets sur lesquels on peut continuer à réfléchir. Mais il faut avancer et il faut que ce texte soit validé par les deux assemblées dans les prochains jours. C'est très important pour qu'il puisse être rendu effectif et qui permette, parce que c'est ça qu'il y a derrière, que les 20 milliards d'euros de pouvoir d'achat qu'on a mis sur la table pour les Français, ils soient effectivement mis dans le portefeuille des Français dans les prochains jours. Très brièvement, Paul Midi, pour conclure, dans ce texte, il y aura aussi cet autre point de discussion, la suppression de la redevance audiovisuelle. La gauche s'y oppose, les centristes demandent qu'elle soit différée. Quel est votre avis ? Je pense que c'est une très bonne illustration de notre programme qui vise à baisser les impôts. On a supprimé la taxe d'habitation, on supprime cette taxe-là. C'est 138 € de pouvoir d'achat pour tous les foyers français en plus. Mais par contre, ce qu'il faut faire attention, c'est qu'on est très attaché à l'audiovisuel public. Et donc, on a fait en sorte dans ce projet de loi qu'une partie de la TVA soit bien là pour financer et assurer la stabilité du financement de l'audiovisuel public. Et je crois que c'est ça le plus important. Merci, Paul Midi, d'avoir été avec nous. En direct sur BFM TV, les sports à présent, la fête pour les footballeuses anglaises qui ont remporté hier l'Euro féminin chez elles en battant l'Allemagne 2-1. Et aujourd'hui, elles célèbrent le premier titre de leur histoire dans les rues de Londres. Notre correspondante Laura Calmus à Londres suit cette fête pour BFM TV. Plus de 7000 fans ont fait la queue pendant plus de 2 heures pour tenter d'apercevoir les Lionesses, les Lionnes, le nom des joueuses d'Angleterre. Alors la coupe a été levée une nouvelle fois devant la foule qui les a acclamées. Et cette victoire des Anglaises qui ont donc battu les Allemandes 2-1 hier au stade de Wembley est historique. C'est le premier titre majeur de leur histoire et le premier de l'Angleterre dans une grande compétition internationale depuis le mondial de 1966. Mais hier soir, les Anglaises ont gagné
gagné plus qu'un match. Elles sont rentrées dans l'histoire et ont gagné là où les hommes ont échoué l'an dernier lors de la finale masculine de l'Euro. Même la reine Elisabeth s'est empressée de féliciter les Lionnes. Vous avez toutes donné un exemple qui sera une source d'inspiration pour les filles et les femmes d'aujourd'hui et pour les générations futures, a-t-elle déclaré dans un communiqué. Une victoire qui a rassemblé plus de 87 000 spectateurs hier à Wembley et plus de 17 millions de personnes ont regardé le match à la télévision. Alors cette victoire soulève d'autres questions sur la place du football féminin et sur le salaire des joueuses largement inférieur à celui des hommes. 16h19 sur BFM TV, la chronique éco avec Pierre Kupferman. Votre programme avec Citia Immobilier. Pour tous vos projets, pensez Citia Immobilier. Bien chez soi. Votre programme avec Honor Magic 4. La magie de l'image. Honor Magic 4, The Power of Magic. Honor. Pierre, on va parler augmentation de salaire avec ce constat. C'est que les augmentations accordées cette année ne compensent pas l'inflation. Non, en tout cas, si on regarde la moyenne des augmentations qui ont été accordées là sur l'année 2022, plus 3,1%, on est clairement en dessous de l'inflation, ce qui n'était pas le cas en 2021. Alors bien sûr, ça s'explique. Hein. C'est le fait que les négociations salariales elles ont été engagées tôt dans l'année et qu'à cette époque, l'inflation n'était pas aussi importante qu'aujourd'hui. Mais même quand on voit le niveau qui est prévu pour l'année prochaine par les entreprises, c'est une prévision, hein, mais on est à plus 0,3% en moyenne, c'est-à-dire à des niveaux qui, je le précise, sont inférieurs à ce qui est prévu au Royaume-Uni, en Allemagne et même en Espagne. Mais l'inflation aussi est plus faible en France qu'ailleurs. C'est vrai, c'est parce que l'État a consacré des dizaines de milliards d'euros aux deux mesures qui ont freiné l'envolée des prix de l'énergie. C'est le bouclier tarifaire sur le gaz et l'électricité et c'est la remise sur le carburant. Mais cet énorme coup de pouce, vous comprenez bien qu'il ne peut pas durer éternellement. Et donc, c'est pour ça qu'il y a un moment, ça va être aux entreprises de prendre le relais, de lâcher du lest, sachant qu'aujourd'hui, finalement, les seuls qui n'ont pas eu le choix, ce sont celles qui ont une majorité de salariés payés au SMIC, puisque le SMIC, lui, il est indexé automatiquement sur l'inflation. On a eu une nouvelle hausse ce lundi. Et quand on prend en compte toutes les augmentations de 2022, on peut effectivement dire que sur l'année, un salarié payé au SMIC aura gagné quasiment 785 € de plus qu'en 2021, ce qui nous fait une augmentation de 5,3%. Mais pour les autres salariés, on peut parler de perte de pouvoir d'achat ? Oui, à l'exception d'un cas, c'est le salarié dont l'employeur aura choisi ou aurait choisi de compenser cette perte de pouvoir d'achat en lui versant la prime Macron qui, on le rappelle, cette année peut être versée finalement 2 fois, puisque les règles ont changé, notamment le montant maximal et les dates de versement. Les employeurs peuvent à nouveau verser la nouvelle prime à partir de ce mois d'août. Et alors, il y a une autre conséquence, évidemment, à ces augmentations qui sont sous le niveau de l'inflation, c'est que les bas salaires sont rattrapés par le SMIC. Et justement, c'est pour ça qu'on remarque que dans la plus grande majorité des grilles tarifaires des conventions collectives, ces plus bas salaires, ils sont sous le SMIC même. Exactement. Alors, ça ne veut pas dire que les salariés de ces branches professionnelles sont payés en dessous du SMIC, mais ça veut dire que davantage de salariés sont simplement payés au niveau du SMIC. Voilà, c'est ça la vraie différence. Et d'ailleurs, de ce point de vue, il faut vraiment saluer l'accord qui a été trouvé entre syndicats et patronat dans le secteur bancaire, puisque on a une règle nouvelle maintenant dans cette branche professionnelle qui veut que le salaire minimum, ce sera SMIC plus 5%. Ça veut dire qu'il y a une revalorisation automatique quand le SMIC augmente et on n'est jamais au niveau du SMIC. Évidemment, on va pas se mentir, hein, les banques elles peuvent se le permettre. D'ailleurs, pour le moment, ça concerne que 300 salariés. Mais si ce principe pouvait inspirer d'autres branches professionnelles, ce serait une vraie avancée sociale. Merci beaucoup, Pierre. C'était votre programme avec Citia Immobilier. Pour tous vos projets, pensez Citia Immobilier. Bien chez soi. C'était votre programme avec Honor Magic 4, la magie de l'image. Honor Magic 4, The Power of Magic. T'es tombé? J'ai fait des allers-retours et je suis tombée. Un amour comme le nôtre, il n'en existe pas deux. Ce n'est pas celui des autres. Voilà.
c'est quelque chose de mieux. Sans me parler, je sais ce que tu veux me dire. Pour se protéger, il y a des gestes qui comptent. Contre le Covid-19, une deuxième dose de rappel est recommandée dès 60 ans pour les femmes enceintes, les personnes à risque de faire une forme grave et leur entourage. Et pour vous, c'est quoi la mobilité plus abordable? Tant que j'aurai besoin de ma voiture, c'est de pouvoir anticiper mes dépenses auto. Sur AD.fr, faites votre devis d'entretien et de réparation 24 et prenez rendez-vous dans l'un des 2200 garages AD. Rendez-vous sur AD.fr. AD, c'est sûr. Rentrée Discount, c'est plus de 10 000 produits, avec toutes les marques, pour toutes les classes, jusqu'à moins 40%. Alors pour vos fournitures scolaires, c'est... RentréDiscount.com. Propriétaire ou bailleur, en isolant et ravalant votre maison par l'extérieur à partir de 79 € par mois. Restez au frais l'été et au chaud l'hiver. Baissez vos factures de chauffage jusqu'à moins 75%. Inscrivez-vous vite sur groupeverlaine.com ou appelez le 3620 et dites Groupe Verlaine. Quand vous commandez comme j'aime, vous recevez d'abord ce gros colis. Dedans, vos repas pour un mois et à l'intérieur, 4 valisettes, une par semaine et dans chaque valisette, tous vos repas pour une semaine. Par exemple, lundi, le matin, muesli au chocolat, au déjeuner, blanquette de volaille, au goûter, un cookie et le soir, lasagne végétarienne. Vous allez vous régaler et perdre du poids. Alors venez vite faire votre devis en ligne. C'est gratuit, simple et sans engagement. Rendez-vous sur comej'aime.fr. Comej'aime.fr. Vos cheveux ont tendance à tomber? Découvrez le shampoing anti-chute Luxéol. Enrichi en extrait de kératine, il diminue la chute de cheveux de 42%. Une formule cliniquement prouvée. Le shampoing anti-chute, disponible en pharmacie et sur luxéol.com. À découvrir parmi la gamme shampoing Luxéol. Et oui, à ce prix-là, vous n'êtes pas près de rentrer. Promo Vacances. Petit prix, grandes vacances. À saisir chez Promo Vacances, la Tunisie est à partir de 399 €, tout compris. 16h26, si c'est l'heure du goûter chez vous, eh bien c'est l'heure de la recette avec un chef chez nous. Marc est aujourd'hui qui est dans les cuisines du Georges V et qui nous prépare une magnifique tarte aux fraises. Retrouvez votre programme avec Céleste. La connexion Internet par fibre optique dédiée à votre entreprise. Si vous avez des invités à la maison dans quelques heures, j'ai quelque chose pour vous. D'une part, une très bonne idée de dessert, et puis surtout, parce que le dessert, c'est bien, mais il faut le chef aussi. Et nous avons avec nous Michael Bartocchetti qui accueille encore cette année BFM TV. Exactement. Voilà, c'est toujours un plaisir de le Georges V. Marc. Et donc, on va travailler aujourd'hui la tarte aux fraises. C'est un classique, mais c'est tellement bon qu'on ne pouvait pas s'en passer. Alors, Allez, on commence c'est par parti. quoi? Moi, je te propose de commencer par la pâte. Allez, allons-y. Donc, de la farine. De la farine, type 55, pas trop riche en gluten. Ok. Du sucre glace. glace. Fleur de sel et sel fin. On a mis un peu de zeste de citron vert pour amener un peu de peps et de caractère Ok. à la pâte. On aime bien le Et peps. bien évidemment, du beurre. Le beurre, ouais, le beurre. L'essentiel. On met toutes les poudres, on termine avec le beurre et les zestes. Et voilà. On met ça là. Allez, dans moins d'une minute, normalement, elle devrait être pétrie. Dès que c'est mélangé, on arrête. On ne veut surtout pas crémer le beurre. Hop là. Voilà, et ensuite, on va l'étaler entre deux feuilles cuisson. Donc là, on étale. Ça s'étale tout seul. Voilà. Elle est protégée, c'est-à-dire que vous n'avez plus qu'à la prendre. Vous la prenez. Exactement. Vous l'achetez dans le congélateur. Congélateur qui se trouve au fond. Elle a bien refroidi. Elle est bien dure. Très bien. Et donc, allez, on y va. Ce qu'on va faire, on va. Donc du là, coup, on a des tailles. le cercle. Comme. Voilà. Et là, on a notre cercle. premier cercle. Très bien. Voilà. Allez. Allez, on enfourne. Du coup, c'est parti. Donc là, on met le four à 160 degrés. 160 degrés. 20-25 minutes. Nos fonds de tarte sont en train de cuire. Ça tombe bien parce qu'on va essayer de sublimer tout ça maintenant. Et on va faire la marmelade. La marmelade. Bon, ça y est, nickel, c'est cuit. Alors là, c'est cuit. Tu vois, ils sont bien blonds. Très bien.
enlevé les cercles de ce que je vois. Ok. Tu as vu que je gère la marmelade, moi, hein, depuis et on quelques les a minutes. fait refroidir, et c'est très bien. Voilà. Bien. Alors, on a nos fonds de tarte, la marmelade qui a passé un bon petit moment dans le frigo. Donc elle est belle. Et puis on va pouvoir passer au dressage. Donc, de la marmelade sur le fond de tarte. C'est-à-dire que là, tu la construis comme tu as envie de la construire. Et je te laisse faire. Ah ouais. Et je vais construire la mienne et je vais te laisser construire la tienne. Ah, c'est difficile là comme exercice. Donc, des fleurs comestibles. Tu as des fleurs de sureau, des bleuets. Des bleuets. Là, c'est des petites pousses de basilic nain. Je pense que là... Là, on est bon, là. Très, très bon. Pas trop sucré, c'est vraiment le juste équilibre. Le côté salé un peu à la fin. Oui, il y a le petit côté salé, ouais. Merci beaucoup de nous avoir reçus dans ta cuisine et passez un très bel été sur BFM. Très bel été à tous. C'était votre programme avec Céleste. La connexion Internet par fibre optique dédiée à votre entreprise. 16h30 sur BFM TV. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez cet après-midi sur le non-stop à la une de l'actualité. Une avancée salutaire des opérations, le retour des exportations de céréales. On en parle dans un instant. Tout de suite, la météo. La météo avec Vredestein, expert du pneu 4 saisons depuis près de 30 ans. On y va pour la visite ? Regardez la météo avec Century 21, au cœur du quartier pour mieux vous conseiller. Et on démarre effectivement cette semaine avec une troisième vague de canicule et une vigilance orange qui concerne aujourd'hui 5 départements, l'Ardèche, la Drôme, le Var, le Vaucluse et les Pyrénées-Orientales. Chaleur qui va se déplacer à partir de demain vers le sud-ouest et qui gagnera ensuite les régions du nord de la Loire et le nord-est à partir de jeudi. Alors votre ciel demain, ce sera un grand soleil sur la plupart des régions. Quelques restes des nuages qui ont circulé aujourd'hui sur le nord-ouest qui s'étendront de la Bretagne jusqu'au Nord-Pas-de-Calais et ce Mistral qui souffre toujours demain matin comme demain après-midi d'ailleurs et ce grand soleil qui se maintient sur la plupart des régions. Les températures, elles montent encore d'un cran. On partira de 14 degrés dans le nord-ouest jusqu'à 26 degrés à Perpignan et même un petit 13 à Aurillac. Dans l'après-midi, voilà que la chaleur gagne effectivement le sud-ouest, 37 degrés, mais des pics à 39 voire 40 degrés du côté du Tarn ou encore du Lot-et-Garonne. Plus frais sous les petits nuages de Brest avec 24 degrés, 32 degrés, ce sera pour Paris. C'était la météo avec Vredestein, expert du pneu 4 saisons depuis près de 30 ans. On y va pour la visite ? C'était la météo avec Century 21, au cœur du quartier pour mieux vous conseiller. 16h31 sur BFM TV. À la une de l'actualité, cette avancée salutaire des opérations. Le retour des exportations de céréales d'Ukraine au cœur de la conversation téléphonique entre Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky, dont peu d'éléments ont encore filtré. Pour le moment, 1h30 tout de même d'appel. On fera le point dans cette édition avec Alexis Cuvillier. En Ukraine, justement, un premier chargement de céréales a quitté le port d'Odessa en vertu de l'accord signé par l'Ukraine et la Russie. La reprise de ces exportations est un soulagement pour le monde, d'après Kiev. Et puis ces 5 départements en vigilance orange canicule, la troisième vague de chaleur déferle aujourd'hui sur la France et avec elle, la sécheresse, le mois de juillet qui enregistre d'ores et déjà le triste record de mois le plus sec de l'histoire depuis le début des mesures météo. Mais tout d'abord la politique, à peine en vacances dans sa résidence de Brégançon et déjà de retour au travail. Emmanuel Macron a appelé aujourd'hui le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Alors que les exportations de céréales ont donc repris aujourd'hui depuis le port ukrainien d'Odessa en direction d'Istanbul. Alexis Cuvillier est avec nous du service politique. Première reprise donc de contact entre les deux présidents alors qu'ils ne s'étaient pas parlé depuis le 16 juin dernier. Et ça a duré 1h30, mais on a encore peu d'éléments sur le contenu de cette conversation. Oui, c'est ça. D'ailleurs, la durée pour l'instant, c'est la seule information qui nous a été livrée par l'Élysée, qui a tout de même confirmé un petit peu plus tard que le sujet dont vous parliez, Fanny, le sujet des exportations de céréales qui
qui reprennent et du départ du jour vers Odessa avaient évidemment été bien évoqués pendant cet appel téléphonique d'1h30 entre Volodymyr Zelensky et Emmanuel Macron. Vous savez que les deux chefs d'État se sont beaucoup parlé depuis le début de la guerre en Ukraine. La fréquence des appels a été un petit peu moins régulière ces derniers temps. Officiellement, si l'on en croit l'agenda publié par l'Élysée, les deux hommes ne s'étaient en effet pas parlé depuis le 16 juin. Vous vous souvenez, ce jour-là, Emmanuel Macron s'était déplacé à Kiev pour la première fois avec ses homologues italiens et allemands. Il s'était ensuite, auparavant, il y avait eu plusieurs échanges le 9 juin, le 17 mai, plusieurs échanges téléphoniques entre les deux hommes. Et ensuite, après cette visite, ils ne s'étaient pas reparlé. L'Élysée devrait communiquer quelques éléments supplémentaires, peut-être sous la forme d'un communiqué dans les prochaines heures. En revanche, Alexis, ça paraît peut-être un peu surprenant. Le Quai d'Orsay, lui, a communiqué, a donné plus d'éléments sur cet échange. Oui, le cabinet de la ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, qui a en effet communiqué pour saluer sur le départ de ce premier navire d'Odessa, pour saluer ce départ. Voilà ce qu'a dit le Quai d'Orsay dans un communiqué. Une étape importante dans la mise en œuvre de l'accord conclu sous les auspices des Nations Unies, dit le ministère des Affaires étrangères. La France qui condamne la poursuite des frappes indiscriminées menées par la Russie, notamment sur le port d'Odessa, alors que vous savez que les forces russes maintiennent la pression, notamment sur ce secteur de l'Ukraine. La Russie utilise la famine comme une arme de guerre, a rappelé le président de la République lors de son déplacement en Afrique, dit le Quai d'Orsay. C'est vrai que Emmanuel Macron s'est beaucoup intéressé à cette question de l'insécurité alimentaire qui pèse notamment sur les populations les plus vulnérables d'Afrique du Nord. Il a rencontré à plusieurs reprises des chefs d'État étrangers du Moyen-Orient, le président de la République, notamment pour évoquer cette question. Ça avait été par exemple au cœur d'une rencontre avec le président égyptien Al-Sisi. C'était il y a 10 jours à l'Élysée. Merci Alexis Cuvillier. Justement, ce premier cargo dont on parlait, qui a quitté Odessa pour le Liban aujourd'hui, c'est la concrétisation d'un accord qui a été trouvé il y a 10 jours entre la Russie et l'Ukraine sous l'égide de la Turquie et de l'ONU. C'est un soulagement pour le monde, a déclaré le chef de la diplomatie ukrainienne. Un premier convoi avant d'autres très attendus face au risque d'extension de la crise alimentaire dans le monde. Emeline Darcourt. Mètre après mètre, le remorqueur tire le navire Razoni vers la sortie du port. Pour la première fois depuis le 24 février, un bateau chargé de céréales quitte Odessa. Pour saluer l'événement, la sirène du vraquier retentit 3 fois. À terre, beaucoup d'émotions. Aujourd'hui, j'ai entendu la sirène du navire qui partait. J'étais ravie. Enfin, la vie commence à avancer. Pour l'équipage, le moment est solennel. C'est un sentiment formidable. J'ai eu l'impression que nous étions libres après avoir été détenus pendant longtemps. Je suis effrayé par le fait qu'il y ait des mines navales. Nous espérons que rien ne se passera et que nous ne ferons pas d'erreur. C'est la seule chose que je crains pendant ce voyage. Le Razoni, sous pavillon du Sierra Leone, rejoindra un port libanais. Il transporte 26 000 tonnes de maïs. 16 navires déjà chargés attendent leur tour. Et voici le tracé du couloir céréalier qu'ils emprunteront. Il est issu de l'accord du 22 juillet entre l'ONU, la Turquie, la Russie et l'Ukraine. Les navires se regroupent d'abord dans une zone au large des 3 ports visés par l'accord, Odessa, Tchornomorsk et Youjné. Les déplacements ne sont autorisés qu'avec un remorqueur ukrainien en tête. Les navires rejoignent ensuite une zone au large de Sulina, ville roumaine proche de la frontière avec l'Ukraine, entre le continent et l'île aux serpents. À cet endroit, les parties à l'accord d'Istanbul vérifient le contenu des bateaux, ceux qui quittent l'Ukraine, mais aussi ceux qui souhaitent rejoindre les ports de chargement. Vendredi, les autorités ukrainiennes s'étaient déclarées confiantes pour la reprise du trafic, tout en émettant des doutes sur le comportement qu'adopterait la Russie. L'autre grande actualité, c'est cette 3e vague de chaleur de l'année qui démarre aujourd'hui en France avec un pic à l'échelle nationale attendu mercredi. Aujourd'hui, 5 départements sont déjà placés en vigilance orange canicule. Vous les voyez, les Pyrénées-Orientales, le Gard, le Vaucluse, l'Ardèche ou encore la Drôme. Dans le sud-ouest, les températures étaient déjà restées élevées depuis le dernier épisode. Alors, habitants et touristes ont pris l'habitude de fuir la chaleur aux heures les plus torrides, aux grandes dames des restaurateurs qui voient leurs établissements désertés à l'heure du déjeuner. Reportage à Bordeaux de Julien Bergogna et Alexia Prunier.
Sur les quais de Bordeaux, le thermomètre affiche plus de 30 degrés. Nombreux sont ceux qui viennent donc se rafraîchir autour d'un verre ou d'une glace en terrasse. Chocolat vanille et chocolat vanille cookie. C'est ça. Pourtant, quelques heures plus tôt, avec les fortes chaleurs, le restaurant est quasiment vide. Le midi, on a beaucoup moins de monde parce que les gens, je pense qu'ils sont plus allés à la plage, profiter un peu du beau temps, pas se renfermer dans les rues. Mais après, on se rattrape le soir. On est un peu comme les heures espagnoles. Voilà, je pense que le midi, c'est plus calme, mais le soir, les gens ressortent plus vers 16-17 heures. Lors des dernières canicules, ce patron comptait à peine 20 clients attablés le midi, contre 70 en temps normal. Dans cet autre restaurant de la ville, ombragé toute la journée, les clients s'installent, mais la chaleur réduit les appétits. Ils ne consomment pas des masses parce que manger des entrecôtes, des trucs comme ça, sous 40 degrés, et boire du vin rouge aussi, parce que nous on marche aussi avec la vente de vin quand même. Donc non, et puis être à l'intérieur en été, ça n'intéresse pas grand monde non plus. Donc non, ouais, ça arrive le soir quoi. Les températures étouffantes font également fuir les Bordelais de la rue Sainte-Catherine et de ses nombreux commerces. Il y a beaucoup moins de flux dans la rue, ça c'est une certitude. Après, on a toujours les touristes qui viennent compenser, qui dans tous les cas ont déjà acheté leur billet pour Bordeaux et qui viennent remplir les rues. Des touristes qui n'hésitent pas non plus à s'aventurer dans cette fournaise pour tout de même goûter aux produits de la région. Et le gouvernement est mobilisé lui aussi face aux conséquences de ces vagues de chaleur à répétition, avec cette réapparition sur le terrain de Christophe Béchu aujourd'hui. Oui, le ministre de la Transition écologique qui est aujourd'hui en déplacement dans l'Isère pour parler sécheresse et contrôle des ressources en eau. Selon le ministre, le mois de juillet a été le plus sec depuis le début des mesures en 1959. Sur le front des incendies à présent, incendie qui frappe, on le rappelle, le sud du pays depuis plusieurs semaines. Le feu est fixé à Aubé, près de Nîmes, dans le Gard, après avoir brûlé 370 hectares de végétation, tout près d'habitations, et blessé 9 pompiers, dont un grièvement. Et malgré une accalmie avec la chaleur, la sécheresse ou encore le vent, eh bien, la région reste particulièrement exposée au risque d'incendie. Dominique Berthaud, Thomas Herman avec Milan Argelas. Ce matin à Aubé, des fumerolles émanent encore du sol. Quelques points chauds subsistent. Les pompiers répartis à l'intérieur et autour du périmètre de l'incendie se chargent désormais de traiter les dernières lisières. Les flammes ne progressent plus, l'incendie est donc fixé. Le feu s'est déclenché hier dans l'après-midi. 370 hectares de pinèdes ont brûlé. Toute la nuit, chef de secteur gauche de Gosse parle. Les 530 soldats du feu mobilisés ont lutté contre les flammes avec des conditions météorologiques favorables. La baisse des températures et du vent ont favorisé la maîtrise du feu. Hier, des habitants avaient été évacués. Regardez, tournez-vous, il y a le feu là. Vous voyez ? Allez, vous avez les flammes. Alors que les flammes se rapprochaient dangereusement des maisons alentours. Il est partout, il y en a là, il y en a en bas aussi. Non, il y a eu un mouvement, un tourbillonnant du vent et on a des gendarmes très costauds qui nous ont intimé l'ordre de ne pas rester. Donc, moi, ça fait 40 ans que j'habite ici. Donc, c'est une crainte qu'on avait toujours, mais avec la température actuelle, c'est difficile. L'incendie a gravement blessé un sapeur-pompier. Désormais sur le terrain, la situation est stabilisée, mais la vigilance reste de mise, car cet après-midi, le vent souffle et le mercure atteint les 36 degrés à Aubé. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Dans un instant, c'est BFM Story présenté par Alain Marchal. Il sera notamment question de cette vague de chaleur qui est actuellement sur notre pays, la 3e depuis le début de l'été. On le rappelle, 5 départements sont en vigilance orange canicule. Très bonne fin de journée à tous. Bonne fin d'après-midi sur BFM TV. La météo avec Bredestein, expert du pneu 4 saisons depuis près de 30 ans. On y va pour la visite ? Regardez la météo avec Century 21, au cœur du quartier pour mieux vous conseiller. Des conditions qui restent bien estivales, des conditions aussi favorables au départ de samedi, du soleil, de la canicule
Et du vent. Alors la canicule qui concerne pour le moment 5 départements, le Vaucluse, la Drôme, l'Ardèche, mais aussi les Pyrénées-Orientales, j'ai oublié le Gard. Nous avons effectivement cette masse d'air chaud qui remonte du Sahara et qui va effectivement concerner ensuite à partir de demain le sud-ouest et remonter après vers les rives de la Loire et le nord de la France. Alors pour l'heure, on a quand même cette perturbation, elle est belle et elle apporte, vous l'avez déjà remarqué, sur le nord-ouest pas mal des nuages qu'on va leur trouver donc dans la carte du ciel et qui donneront ça et là quelques gouttes du côté des Ardennes ou encore du nord-est de la France. Pour le reste, eh bien c'est du grand beau temps et attention, ce Mistral et la tramontane qui souffle jusqu'à 40-50 km/h a signalé quelques gouttes attendues sur les Pyrénées-Orientales en fin de journée. Les températures, je vous le disais, elles sont très chaudes, ce coup de chaud qui concerne essentiellement la basse vallée du Rhône ainsi que les Pyrénées-Orientales, je vous le disais, avec des valeurs entre 35 et 37 degrés, localement des pointes à 39-40. Et puis sur les bords de Manche, effectivement, sous les nuages, eh ben, on a un peu plus frais avec 24 degrés par exemple à Cherbourg. Alors demain, en mi-journée, on retrouvera quelques traces d'humidité avec de la brume sur les bords de Manche, à signaler aussi de la brume sur le pourtour méditerranéen, ce vent qui va se maintenir à 50 km/h, mais toujours du grand beau temps. Des températures qui resteront élevées avec des valeurs comprises de l'après-midi. Entre 24 degrés, ça monte, jusqu'à 37 degrés, ce sera pour le pourtour méditerranéen. C'était la météo avec Bredestein, expert du pneu 4 saisons depuis près de 30 ans. On y va pour la visite ? C'était la météo avec Century 21, au cœur du quartier pour mieux vous conseiller. Votre programme avec Magnolia.fr. Changez votre assurance de prêt à tout moment et économisez sur Magnolia.fr, comparateur en assurance de prêt immobilier. Et là, je vais graisser les coulisses avant le départ, une dernière fois. Sinon, on détériore la machine. Avant le départ, Frédéric est aux petits soins avec la locomotive. L'heure est aux dernières vérifications alors que les passagers commencent à arriver. Et avec eux, bien des questions sur le fonctionnement de la machine qui date de 1943. Et le charbon, il est en stock en dessous. Au-dessus, là, il y a 9 tonnes. Leur curiosité satisfaite, les voyageurs montent à bord. La locomotive s'élance à la découverte de la vallée de l'Aa. 15 km à une allure modérée. Certains redécouvrent le plaisir de prendre l'air à la fenêtre d'un train. Prendre le temps de voir les choses et voilà, et être tranquille en dehors de tout ce qui est trop vite, trop loin. Là, on est bien. Le plaisir, c'est reprendre le passé parce que mon père a fait toute sa carrière à la SNCF. Et quand j'étais gamin, je profitais de des voitures comme ça avec mon papa. Dans la cabine, c'est Guillaume, le mécanicien, qui conduit, pendant que ses collègues alimentent la locomotive en eau et en charbon. Une tâche minutieuse. Alors c'est exactement l'intérêt d'une locomotive à vapeur, c'est que l'humain ne fait pas simplement de la maîtriser, elle a son caractère. Donc quand elle a décidé que c'est non, c'est non. Et il faut faire avec, il faut réagir, il faut l'écouter et puis après ça se passe bien. Comptez environ 3 heures de trajet pour faire l'aller-retour entre Arques et Limbre, 3 heures de promenade au rythme d'antan.